Bonjour chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission du J-Presse qui reçoit ce matin Magloire Paluku des Kivuan et médias émettants du Goma au Nord Kivu. Magloire Merveille. Pareil, et merci. Et également Marc Gardi Diana, journaliste chez LFT. Marc Gardi Diana, bonjour. Bonjour Obed, meilleurs vœux à vous ainsi qu'à l'ensemble des téléspectateurs de Digital. Et Serge Nseka du journal de la ville. Serge, bonjour. Bonjour Obed, bonjour à tous ceux qui nous suivent et surtout aux frères et sœurs de l'Est, particulièrement ceux des Bougnats. Merci. Et puis Walter Couille des Top Congo FM. Walter, et bon retour. Merci beaucoup, bonjour et meilleurs vœux à tout le monde. Et nous décryptons des thèmes ce matin, du Marche Noir à Kassindi, Lubiria, agglomération frontalière avec l'Ouganda au niveau du territoire de Béni au Nord Kivu, où 15 fidèles de la 8e CEPAC ont été tués par une bombe artisanale piégée dans l'église par les terroristes ADF et plusieurs blessés. En Ituri, des fosses communes ont été découvertes, des civils massacrés par les miliciens de la Codeco et Zaïre. Et pendant ce temps, le gouvernement congolais constate comme à leurs habitudes le M23 et le Rwanda de Paul Kagame qui ne respectent pas leurs engagements au mépris total de la communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC, de l'Union africaine, du Conseil de sécurité de l'ONU et des partenaires bilatéraux. Alors, comment en finir avec la guerre et les violences à l'Est de la République démocratique du Congo? C'est la grande question qu'on va se poser dans cette émission. Et à quelques jours, heures de la fin des opérations d'enrôlement des électeurs dans les provinces de l'Ouest, la République démocratique du Congo, les églises catholiques et protestantes appellent la centrale électorale à prolonger ces opérations suite à beaucoup de ratés de certains bureaux fictifs, car beaucoup de citoyens ne sont pas encore enrôlés. Et que pensez-vous de cette demande de la CENCO et des LCC? Je commence par vous, Magloire Paluku. Les armes continuent à exécuter l'hymne de la mort à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez couvert plusieurs guerres et Kassindi, le gouvernement a été surpris par cet attentat. Alors cet attentat peut donc amener le gouvernement et la population à consolider la vigilance. Bon, nous sommes maintenant dans une autre phase de la guerre, de l'insécurité à l'est, surtout dans le territoire de Béni. Sur la frontière ougandaise en plus. Nous sommes dans une phase des kamikazes. Des kamikazes qui se font exploser ou explosent des bombes. Mais curieusement, c'est une même confession religieuse qui est suivie jusque-là. Ce n'est pas la première fois. À Rutshuru, c'était la même chose. À Béni, c'est la même chose. Et quel parallélisme après la calmie de quelques mois à Béni? Quand on crée des kamikazes, il y a toujours des messages. Un message pour dire que vous ne pouvez pas être en sécurité, même quand vous le voulez. Vous savez, les gens qui se font exploser, c'est des gens à qui on a enseigné beaucoup. Et dans le territoire de Béni, c'est les djihad, oui. Il y a dans la brousse, il y a des camps, des ADF qu'on appelle Canada, qu'on appelle Médine, et il y a un autre Kambiamiba, et ainsi de suite. Alors, on prenait les enfants, dans la rue, on dit, je vais t'envoyer au Canada pour aller faire tes études. Et beaucoup sont entrés dans la rébellion comme ça. Même à Bukavu, on a recruté, même à Goma également, pour aller à Médine, oui. Oui, j'ai suivi une famille qui cherchait son enfant, qui est parti en formation au Canada. Et les enfants se trouvaient, Canada, c'est où? C'est ici, Canada, c'était dans la bourse. Alors, vous voyez, déjà durant le parcours, on te lave le cerveau, et puis on te dit que tu te fais exploser, tu auras une femme sainte au ciel. Nous sommes arrivés dans une phase où la guerre militaire avec les armes, corps à corps avec des machettes, ça risque d'être dépassé pour aller à cette sauvagerie. Qu'est-ce qu'il faut? Tu as dit, mon cher Obed, comment en finir? J'ai écrit une chanson d'ailleurs il y a un mois avec l'honorable Hubert Folgouta, comment en finir? Qui doit faire et la population et le gouvernement la population, au niveau de Béni.
Et en La Ituri protection également. civile, Oui. il y a quelques années, quand j'étais à Béni avec le feu général Bauma, la protection civile de, comment il s'appelle, Makundi, Makundi, oui. on avait proposé de donner des téléphones d'alerte à la population. La population, quand elle voyait un mouvement suspect, on alertait. Donc il faut Les dénoncer alertes tout n'existent mouvement plus. suspect, oui. Les alertes n'existent plus. Or, les alertes étaient très importantes. 2. La question des 10 maisons, les Nyumbakoumi, les chefs d'avenue, on ne les utilise plus. On ne les utilise pas. Certains qu'on utilise, qui alertent et qui disent, surtout la société civile, vous savez, à l'Est, hein, chez nous, les présidents des sociétés civiles sont des petits chefs. Hein, et ils sont de petites autorités comme ça qui ont toutes les informations, qui défendent tout, qui disent tout. Ils savent très bien qu'ils alertent, qu'ils disent, ils annoncent, ils prévoient, ils prédisent d'ailleurs, attention, il y aura, mais la défense oublie. C'est dommage. Le gouvernement est averti tout le temps par la population qu'il y a un mouvement suspect. Et l'émission alertait le gouvernement ici. Il y a la calmie de quelques mois, mais on ne doit pas vous dormir. savez, Oui. je vais terminer, je vais finir pour dire ça. Oui. Nous devons rééduquer la vie commune entre la population et les autorités militaires à l'Est. Quand on vous donne l'alerte, allez-y. Mais quand on fait... J'ai assisté à une réunion des militaires qui disent, quand la population nous dit qu'il y a des rebelles qui sont passés, on va sur un tableau, on commence à dessiner, ils sont passés, ils peuvent être combien, maintenant c'est là, de XY, mais ils sont passés. Et c'est vrai quand la population dit, j'ai vu 2 militaires passer, 2 rebelles, à l'état-major, quand on analyse la question, tu les as vus comment? Où? Ils étaient combien? Maintenant, la distance entre ton alerte et quand tu les as vus, Oui. ils sont maintenant à quel... Il faut disparaître dans la brousse. Non, Oui. c'est pas possible. Oui. Faisons comme aux États-Unis, comme en Tanzanie, faisons comme en Ouganda. En Ouganda, tu es nouveau. Tu viens chez moi, dans les 10 minutes, même au Burundi, on est informé là-bas. C'est pourquoi il faut renforcer le pouvoir des chefs locaux. Je te parlais de Nyumbakoumi. Oui. Les 10 maisons, oui. Les chefs d'avenue. Oui. On a essayé avec les Tchembe de Mzekina. Même au niveau des églises aussi. Hein. Si vous ne faites pas... Pendant le culte, le messe aussi qu'on présente le nouveau venu également. Comme dans l'église protestante, ça se fait, oui. Parce que on a des voisins qu'on ne connaît pas. Oui. Nous, on a échappé aussi à l'hôtel de Béni. On a échappé et des bombes tombaient. Et c'était des voisins. Alors, je suis en disant qu'il faut refaire cette éducation entre la population et l'armée, renforcer les Nyumbakoumi, remettre les alertes de la population et que la société civile suive quand il y a alerte que la défense soit prête absolument. Merci Magloire. Par le coup, c'est tellement pédagogique. Serge Anseka, vous êtes du journal de la ville. On a alerté ici après la calmie. Aussi longtemps, les derniers ADF n'est pas encore neutralisé. Les dangers étaient toujours là. Vous savez, les ADF veulent islamiser la partie de Béni, une partie de l'Ituri, en imposant la charia que doit faire le gouvernement donc, au niveau de ses services pour éviter des cas similaires. L'État doit reprendre de la main, comme on dit dans le jeu télévisé. L'État doit reprendre l'initiative. On a laissé passer trop de choses. On a pratiquement islamisé la partie est de la République démocratique du Congo, notamment avec la présence des militaires des Nations Unies qui sont venus de pays musulmans, qui ont facilité, qui ont au financement et à la formation. On assiste à une sorte d'instrumentalisation de la religion au service des intérêts égoïstes. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? On prend de jeunes gens au nom de Dieu pour que vous ayez une récompense au ciel avec des vierges, avec tout ce que vous n'avez pouvez pas avoir ici, et des diplômes. Vous allez vous tuer, mais tuer en même temps. Ça ne rentre pas dans notre culture. Je parle de manière générale de toute cette étendue du Congo. Non, on peut toujours avoir des problèmes, mais il y a toujours des mécanismes de résolution de conflits entre nous, entre les peuples. Et qu'est-ce qui se passe? Dans le chef de ceux qui organisent ces genres de djihad, on trouve
des ressortissants des pays amis, des pays qui sont sur le terrain des opérations pour aider la République démocratique du Congo à trouver des solutions à ces problèmes. Le Kenya, l'Ouganda et tous les restes là d'Éthiopie, même des gens qui sont venus de très loin. C'est qui voudrait dire qu'il y a une sorte de dualité qui ne s'explique pas, qui fait que le gouvernement congolais doit ouvrir l'œil et le bon. Je ne peux pas comprendre les États de l'organisation de l'Afrique de l'Est soit ici pour combattre les groupes armés, y compris le M23, mais au même moment, on trouve en parallèle les ressortissants de leur pays à la tête de ces gens. Ils sont là comme la MONUSCO, il y a même une marche à Goma. Mais écoutez... Pour dénoncer la passivité de cette force. Tu me donnes la matière. Oui. Là, le gouvernement congolais, un peu comme la CENI ici, n'écoute pas toujours la population. Ils se cantonnent sur leur bac à sable, leurs documents officiels concoctés dans des bureaux climatisés, mais ils sont les derniers à constater que le M23, le Rwanda, Kagame, ne respecte rien, pendant que tout le monde a déjà commencé à crier. La population. Il y a c'est des phasages entre la population et ceux qui nous dirigent aujourd'hui. On est là cantonné dans nos ordinateurs, sur nos papiers, des documents, des experts qui viennent de je ne sais où, au lieu d'écouter des gens qui vivent sur place. Magloire Paloukou, vous venez de le dire tout à l'heure, quand on donne une alerte, c'est-à-dire que quelqu'un qui vit, qui voit quelque chose, et vous voulez les confronter aux rapports qui sont venus des services des États-Unis. Mais justement, il y a cette hiatus entre la population et ceux qui nous gouvernent. Et nous allons enterrer des morts, nous allons pleurer, nous allons crier. Qui nous écoute? Le génocide rwandais, ce n'est pas 1 million, c'est 800 000 personnes. Nous comptons aujourd'hui au Congo plus de 10 fois plus, oui. Plus de 10 millions. Oui. Pourquoi ça ne meut pas le monde entier? Pourquoi on a tué des gens à l'église dernièrement? On retrouve aujourd'hui des fosses avec des restes humains. Tu as entendu la déclaration de qui? De quel ami? De quel État frère? Alors, qu'on cesse d'être naïf. Oui. Nous sommes naïfs. Nous sommes les seuls à croire que quand nous disons, les autres nous écoutent. Même s'ils nous écoutent. Mais ils s'en foutent. Le Rwanda a réussi à surcharger la conscience de la communauté internationale avec le massacre. Et aujourd'hui, des vérités sortent. Je ne vais pas avancer des choses ici. Mais ce n'est pas la version qui soit la vraie. Qu'est-ce qui nous manque à nous, les gens qui ont vécu, vous me passerez l'expression, de vendre notre misère autant que les autres. Le mot n'est pas exact, mais je ne trouve pas d'équivalent. De montrer, de surcharger. Parce que les autres ont vécu la Shoah. Les Juifs ont été exterminés. C'était 6 millions de Juifs. Nous comptons 10 millions. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Nous sommes un peuple ou nous sommes quoi? Je ne vais pas parler comme Boketu Premier, mais quelque part, ça commence à nous gêner. Ça commence, nous, Congolais, et de voir qu'on tue, ça finit par des communiqués, et les surlendemain, on tuera encore. Merci. Merci, c'est Jean Seka. Magardi Diana de LFT et Médias en ligne. Et plus de 15 morts tués dans les territoires de Béni, à Kassindi, à la frontière avec l'Ouganda, par les ADF. Plusieurs blessés également. En Ituri, des fosses communes ont été découvertes pour éviter des surprises des terroristes ADF dans la région de Béni, même dans une partie de l'Ituri. Au niveau des services de sécurité, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Parce que notre confrère Nickel Skibelbel l'a même suggéré au gouvernement d'initier des mobiles sur la gestion de la population dans ce coin de la République. Merci pour la question. Je crois que quand on est dans des zones qui vivent sous état de siège, quand on sait que c'est des zones généralement sous les feux d'armes, je crois que la règle, c'est de pouvoir contrôler les différents cercles sociaux. Et aujourd'hui, dans cette partie-là, j'ose croire, à moins que je ne me trompe, l'un des cercles sociaux qui garde encore son engouement reste l'Église, en termes de mobilisation et capacité d'accueil. Et le marché également. Et les marchés, généralement. Oui. Ça veut dire que s'il y a risque de terrorisme ou de kamikaze, les cibles sont claires et bien définies. Mais Obed, je crois que la dimension de kamikaze, on peut en parler autant comme si on en avait la culture, mais je crois qu'on est arrivé à la phase de la formalisation.
La formalisation de quoi? Ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans l'approche, nous, on était le premier, en tant qu'État, à dire que ce que nous vivons était du terrorisme. Les Nations Unies ont mis du temps avant de pouvoir l'adopter et d'accepter cette version. Même les États-Unis d'Amérique. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois aussi que dans la conceptualisation de ce terrorisme, c'est une forme, comment je dis, qui sert les intérêts des uns des autres. Pourquoi? Quand vous regardez même dans les instruments au niveau international, les terrorismes restent justement ce mal qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore trouvé des remèdes, même sur le plan juridique. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire, cet état des sièges n'a peut-être pas apporté des résultats escomptés sur le plan militaire, mais stratégiquement, ça a permis d'éclaircir un peu le ciel de la RDC et nous permettre d'évoluer justement dans cette guerre. Autrefois par procuration, aujourd'hui, on connaît très bien le tireur de ficelle. Et qu'aujourd'hui aussi, l'idée, c'est de pouvoir faire évoluer cette guerre-là. Parce que dès lors qu'on atteint la dimension terroriste dans son apogée, avec justement ces kamikazes et autres, ça veut dire que même dans le message, on nous vendra autre chose. On dit, à ces niveaux, on risque de minimiser, réduire l'implication des uns et des autres, et finalement nous empêcher de pouvoir arriver à avoir le bout du tunnel. Parce que le seul intérêt qu'il peut y avoir pour l'État islamique à pouvoir asseoir une sorte de califat en RDC, c'est des intérêts économiques pour financer la guerre. C'est le jeu qu'on a utilisé au Nigeria. Or, aujourd'hui, nous savons que les besoins économiques en RDC servent plutôt les États que les terroristes. Quelle est la meilleure de façon de pouvoir se couvrir soi-même? C'est justement créer un fond semblant. Laisser justement croire que c'est une extension du terrorisme et que finalement ce sont des tireurs de ficelle, c'est des gens qui juridiquement aujourd'hui sont difficiles à saisir. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique, vous l'avez suivi. Hein. Quand vous parlez de l'État islamique aujourd'hui, ça dépend de quelle branche. Les gens qui sont les tireurs de ficelle sont assez forts pour pouvoir vous créer une branche, vous créer des revendications et pouvoir asseoir une sorte d'hégémonie. Et je crois, à mon sens, qu'il y a beaucoup trop d'enjeux, beaucoup trop d'intérêts pour les États, comme les Nations Unies et les autres, pour que ces États-là laissent cet espace-là être occupé aussi facilement par des terroristes. Et aujourd'hui, malheureusement, quand vous posez la question qu'est-ce qu'on devra faire, je crois que le problème c'est que est-ce que nous avons le bon diagnostic? Est-ce que nous suivons l'évolution de cette guerre-là? Sommes-nous à même de pouvoir faire évoluer aussi notre politique sur ces questions-là? J'ai comme l'impression qu'on est resté sur les éléments de base. C'est-à-dire c'est quoi? C'est que nous sommes un État agressé par les autres États via des groupes armés qui, jusqu'à aujourd'hui, s'il faut remonter la filière, les revendications ont évolué du jour au jour. Et qu'aujourd'hui, s'il faut discuter, parce que déjà, je rappelle qu'avant que le M23 n'attire l'attention de l'ensemble du gouvernement, l'État congolais était déjà en pourparlers avec les différents groupes armés. Ce qui a réveillé d'autres aussi de se créer sur le terrain pour aller à Nairobi. Hein. Non, mais ceux qui sont en train de perpétrer, justement, ces attentats-là, sont de mouvements des groupes armés connus. qui dormaient, qui se sont réveillés après avoir écouté. Endormis, mais connus. Ah, c'est ça d'ici la question, c'est que on va continuer à s'endormir. Avons-nous le bon diagnostic? Est-ce que nous comprenons l'évolution de cette situation? Ou avons-nous posé les... en fait, avons-nous trouvé la formule qu'il faut pour finalement arriver à poser le bon acte? Parce que là où on va avec le terrorisme, l'état de siège deviendra un élément caduc. Même avec c'est les une guerre, élections également. C'est une guerre avec des fondamentaux, parfois, je dirais, très subjectifs et vacillants. Tantôt, ça sera, non, le vrai tireur de ficelle, c'est l'État islamique qui est un proton-État. Difficile à pouvoir déterminer, difficile à engager une discussion ou un combat frontal, parce que on est dans le contexte asymétrique. Deux fois, ça sera des conflits. Ça aussi, c'est un élément, l'élément essentiel aussi dans le terrorisme, c'est l'approche religiosiste. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette religiosité qu'on veut mettre dans la question de la guerre de l'Est, c'est vraiment une des raisons? Alors, je rappelle ici que la partie Est, depuis toujours, à moins que le grand frère Magloire me contredise, il y a toujours eu cohabitation. Et j'ose croire aussi que c'est la partie où la religion islamique est entrée, avait pris beaucoup plus de place que les autres régions de la République.
Est-ce que ça devrait devenir un problème aujourd'hui? Je crois que c'est une sorte de fibre qu'on est en train d'alimenter. Mais ici, ce que les vrais tireurs de ficelle sont en train de changer de paradigme de cette guerre. Ils veulent nous imposer, nous emmener justement là où on ne voulait pas y aller pour pouvoir continuer à établir... Et la balkanisation n'est pas loin de là. Vous savez, la balkanisation, j'ai l'habitude de le dire et le redire, on n'a plus besoin de le chanter parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui... Moi j'ai eu une déclaration après une réunion d'Amsterdam... Tu es parti des minerais comme au Soudan également. Où un chef d'État s'est permis de dire que le Congo est trop grand pour le Congolais. Mais Ou un autre chef américain, d'État... vous l'avez suivi. Non, les sénateurs américains, d'ailleurs, ce sont des dealers, ces gens-là. Oui. Ce sont des dealers. Si il y a des gens qui tirent des ficelles au nom des Nations Unies, oui. Quand on parle du concept multinational, c'est-à-dire la source du pouvoir, ce sont les sénateurs. C'est des gens ce sont des vrais dealers. Ça, on en parle pas. Merci. En chitant. Donc je crois qu'en chitant, oui. Le problème est nôtre. Il faudra qu'on soit à mesure d'avoir une politique qui évolue avec le contexte. Aujourd'hui, cette guerre-là a évolué. On a vu clair dans la situation, mais les gens qui sont en face de nous, c'est des gens qui n'aiment pas se salir. Ils peuvent faire évoluer les choses pour justement dissiper tout ce qu'on a connu comme problème aujourd'hui, dissiper les preuves et nous emmener dans un autre terrain que nous, on ne saura pas jouer. Merci. Walter Kouye de Top Congo FM. Est-ce qu'il faut-il imposer aux églises au niveau de Béni, même de l'Ituri, d'acheter des détecteurs pour éviter toute surprise, même infiltrer des motards, même des voyageurs? Non, je crois que par nos services. La première solution, c'est ce que notre aîné Magloire Paluku venait de dire, réactiver cette proposition de Nyumbakumi qui a fonctionné du temps de général. De feu le maréchal. Voilà. Parce que quand vous avez le contrôle de l'avenue sur 10 maisons, je crois que chaque étranger qui arrive, même si vous recevez, vous êtes à Béni, vous recevez quelqu'un qui vient de Rutshuru ou de Goma, vous l'identifiez auprès du chef de quartier ou des 10 maisons. Du moins, on saura qui et où et habite, où et comment. Parce que si on ne le fait pas, si on n'identifie pas les gens que nous accueillons chez nous, si les services ne sont pas au courant, ils seront débordés dans les églises. Parce qu'ils ne sauront pas contrôler tout le monde. Mais tout entrer quand même, comme moi je reviens du Niger, même entrer dans un restaurant, vous devez être oui, checké, les détecteurs des métaux, mais quelqu'un peut exploser sa bombe quand il est devant le portique de sécurité. Et il va tuer aussi tout le monde. D'où la nécessité... Ça peut limiter les dégâts. Ça peut limiter, mais voyez quand on contrôle à l'aéroport, généralement pour ceux qui vont à l'aéroport, vous êtes en rang. Mais on est collé, on ne garde même pas distance. Quand quelqu'un a une bombe, il explose, les gens mourront. La meilleure chose, c'est d'identifier tous ceux qui arrivent comme étrangers partout. Les kamikazes, quand ils sont plus envoyés, ils sont nouveaux, ils cherchent à s'informer. Ils cherchent à s'informer. En voulant s'informer, la population... Malheureusement, comme l'a dit Magloire Paluku. Malheureusement, moi, je fais un constat très amer. J'ai dit que c'est un échec de nos services de sécurité parce que 10 ans après, nous ne devrions plus continuer à parler de ces dossiers. Comment les autres ailleurs arrivent à trouver solution? C'est 25 ans aujourd'hui. Les gens sont nés dans cette situation et vont totaliser 30 ans dans cette situation. Non. Nous devons réorganiser nos services de défense et de sécurité. On ne doit pas se limiter, comme j'ai sous mes yeux avec ce document de politique de défense, que ça ne reste pas sur ce document. Moi, je sais que la situation où ceci, ce n'est pas demain que ça doit changer, mais dans les 3-4 mois qui arrivent, que nous puissions constater un changement. Rappelez-vous, en 2008 ou 2009, Mouzito est allé au Kivu. Il a acheté la ration des militaires dans le marché. Il est revenu, il a peint un tableau sombre de tout ce qui se faisait, du trafic, de l'affairisme des militaires. Qu'est-ce qu'on a apporté comme solution? Absolument rien. Ce sont presque les mêmes qui sont restés depuis tout ce temps, bien que depuis quelques mois, il y a eu quelques changements. Mais nous constatons les mêmes jeux. Suivez presque tous les jours les porte-paroles des FARDC dans la région. C'est toujours la même phrase. Ils ont tenté d'attaquer, nous les avons repoussés jusqu'en forêt. Et vous ne pouvez pas entrer dans la forêt. Et je vais vous relancer, Walter Kouye. Vous avez suivi quand les gouverneurs militaires ont fait leur bilan.
Et ils ont pu se parler qu'ils ont mobilisé plus de recettes, ils ont été nommés pour imposer la paix. Et quel risque en tant que journaliste d'investigation si les militaires dirent beaucoup au pouvoir au niveau de l'Ituri, même au niveau du Nord Kivu? L'état de siège Il a montré ses limites. Hein? Avait un objectif. Oui. L'objectif, c'était d'assurer un contrôle effectif sur terrain par les militaires. Pas maximiser les recettes. Bon, ce contrôle-là, maximiser les recettes dans le sens que... Bien sûr. Les recettes n'ont pas été maximisées. Non, le gouverneur de l'Ituri l'a dit. Parmi son bilan, il a dit, je vous informe. Ça, c'est une déclaration politique. Vous savez, quand vous parlez du gouverneur de l'Ituri, le ministre des Mines avait interdit l'exploitation artisanale de l'or dans cette région. Mais il a autorisé, disons, ce que je dis, c'est un député provincial de l'Ituri qui le dit, qu'au jour d'aujourd'hui, certains Chinois sont rentrés exploiter de l'or dans les sites réservés aux Congolais. Alors que nous sommes dans une province sous état de siège gérée par un gouverneur militaire. La mission principale, c'était de pacifier les deux régions, nord et sud Kivu. Mais qui nous dit aujourd'hui d'abord de Fontaine, on a vu les Codeco ici. J'ai suivi il y a 2-3 jours passés. Son porte-parole dit que non, pourquoi vous venez, vous avez vous-même signé les actes d'engagement pour laisser les armes. Pourquoi vous êtes têtu? Je me dis, mais c'est un militaire ou un politicien qui se plaint que des Codeco soient têtus. Au lieu d'imposer la paix. Au lieu d'imposer la paix. Parce que c'est ça. Nous payons l'armée pour imposer la paix, ce n'est pas pour aller marchander. Au-delà des accords, des dialogues ou pour parler, nous avons notre constitution et qui autorise au gouvernement qui imposait la paix. C'est pourquoi j'ai parlé au départ de l'échec de notre politique de défense jusqu'à ce jour. Parce que pourquoi on n'arrive pas à infiltrer tous ces gens qu'on appelle ADF, Codeco? Oui. Ça fait des années, ADF, ce n'est plus aujourd'hui. Ce n'est plus une menace. Ce n'est plus une menace pour l'Ouganda aujourd'hui. Oui. On nous dit qu'ils sont dans telle forêt. Mais bon, vous attendez au village qu'ils viennent attaquer et vous allez les repousser. Ce jeu de chat et souris date de plusieurs années. La première interview quand je suis devenu journaliste professionnel que j'ai réalisé avec en son temps le général Jean-Claude Kifoua, il était commandant de la 11e région militaire à Kisangani. Oui. C'était sur ça, je lui avais posé la même question. Mais quand vous dites que vous les avez repoussés en forêt, notre armée ne peut pas aller jusqu'en forêt, les éliminer une fois pour toutes. Il n'avait pas répondu et c'est jusqu'à ce jour. Les Codeco aujourd'hui constituent une menace. Ils sont allés en Nairobi, ils sont revenus, ils continuent la même chose. L'armée ne doit pas se plaindre, ils ont reçu moyens et ils sont payés pour faire ce travail-là. C'est imposer la paix. Mais ces gouverneurs sont devenus plus comme des gouverneurs civils. Non, voyez, ils se donnent plus qu'on le veuille ou pas, ils ont pris le goût de l'argent. Au lieu d'être au front. Ils ont pris le goût de l'argent. Voilà. C'est le pouvoir. Le pouvoir politique est différent du pouvoir militaire. Il y a un danger. Or, eux combinent les deux. Voyez un peu le statut qu'ils ont. Et la crainte est que cette situation profite aux affairistes qui sont aussi bien dans nos services de sécurité et de défense que auprès des opérateurs économiques. Raison pour laquelle il faut de la conscience, il faut du patriotisme pour en finir avec cette situation. Sinon, on en sera là 50 ans après à nous plaindre. Merci. Magloire Paluku, concrètement, quelle solution pour imposer la paix à l'Est de la République démocratique du Congo? Les FRDC ont un nouveau coach, le nouveau patron de l'armée, Chiwewe. Quand un nouveau coach arrive, il impose au système de jeu, pas continuer avec ce qu'il a retrouvé sur le terrain si ça n'a pas été payant. Et puis, Sokola 1 en 2014 a commencé avec 9800 hommes. 9 ans après, ce n'est pas le même nombre. Pourquoi ne pas recenser les troupes engagées au front pour bien décoller? Mais les confrères ici ont donné déjà la solution. Oui. Il faut évoluer avec la guerre sur 3. Il faut changer du système, changer des hommes, changer des commandements, changer des tactiques. Vous savez, nous voyageons dans des pays où même la femme des chambres à l'hôtel est lesbienne.
Elle te surveille, elle peut ouvrir ton ordinateur, tu vois, la surveillance. Aujourd'hui, Béni, le territoire de Béni, de Loubero, Ituri, Les tours également. chaque population, chaque 10 maisons, on devrait avoir un sbire. On doit avoir des gens qui surveillent, évoluer, il a dit mon confrère ici. Ça, c'est vraiment la phrase du jour pour moi. Et le mot du jour, évoluer avec la guerre. Tu sais, le taximène qui te prend à Entebbe, dans le taxi de l'État, là, tu appelles un taxi, il t'amène jusqu'à Kampala. La plupart de ces gens-là sont des agents de l'État de sécurité. Tu soutires des infos. Il t'écoute, il allume, il actionne un enregistreur, il fait des rapports. Nous aussi, Bandougou, on kill la parcelle, on kill la nyumba, on n'a pas chaque comme toi, j'ai souci. On te mouille Anna, il coupe pas le coup de sécurité. Mais c'est à l'État d'organiser cela. Ils sont en train de me suivre. Oui. Je le fais exprès. Vous savez, à l'époque de Mzee Kabila, chaque 10 maisons qu'on appelait Tchembe Tchembe, c'est un mot qui a... Oui. Chaque 10 maisons, il y avait un chargé de sécurité, un chargé des informations, un chargé des affaires sociales. C'est comme à Kampala. Oui. C'est la seule façon de réorienter comme... je suis content de voir Walter Couille, que j'aime beaucoup, que j'écoute tous les jours à la radio, quand il fait son papier. Je n'avais jamais mis le nom sur le visage. Maintenant, Je vous ai lu il y a 2 ou 3 jours passés. Et voilà. Voilà que nous nous aimons sans nous connaître. Bien. Alors, les deux confrères ont donné la vraie réponse à la question. Évoluons, sécurisons notre population, recréons ce système d'alerte. En 1 minute, vous alertez. Malheureusement, même si vous donnez l'alerte, La réaction. la réaction vient 2 jours après. Et puis, c'est pas Donc, seulement les chez nous. services doivent Même aussi la changer. MONUSCO, Oui. on a massacré un camp de MONUSCO. Et pourquoi tout cela, vous L'hélicoptère de secours est venu après 2 jours. Vous avez passé beaucoup de temps à l'Est. Pourquoi cela? Moi, je vais vous raconter ce que Oui, rapidement. le général Baouma faisait. Le général Baouma lui-même avançait d'abord dans la brousse, seul, avec des éclaireurs. Le général Chirimwami, qui était colonel Chirimwami, qui était à l'époque notre, comment on l'appelle, chargé de sécurité, il vient après, quand on a sur les collines, on a déjà tracé les éclaireurs. C'est ce qu'ils font notre armée. Les FARDC, c'est une vraie armée. Ça, moi, je respecte ces gens. Mais l'information, le chargé d'information, pour répercuter cette information, cette alerte, ça vient toujours en retard. Et on tue, on vient constater. Ça, c'est partout dans le monde. La police vient toujours quand il y a un cadavre, pas pour sauver un cadavre. Maintenant, il faut changer ce système. Et nous allons le refaire. Les ADF, c'est parfois des enfants. Vous savez ce qui nous tue là? C'est parfois des types de 10 ans, 11 ans, 20 ans. Mais endoctrinés, oui. Oui, endoctrinés. Nous aussi, nous sommes endoctrinés. Walter vient de parler du nationalisme. Le nationalisme, mais nous sommes endoctrinés. Moi, quand tu parles de mon pays, je suis endoctriné. J'ai une passion, je suis fanatique. C'est comme Barça et VA Club. Je ne sais pas, Vita Club ou Imana, je ne sais pas, comme ça, Mazembe. Mais, s'il vous plaît, réorganisons notre système de défense de la population d'abord. Faisons ce qu'on appelle les local défense. Au Rwanda, il y avait le local défense. Durant le RCD, il y a beaucoup de local défense qui sont devenus des militaires. Je connais un qui est devenu d'ailleurs un peu plus regardé. Le local défense, c'est quoi? J'allais dire un jour. On l'a fait avec le même Rwandais, avec Mzee. Oui, local défense ici. Mzee était arrivé même à pleurer des gens et à laisser 3 mois sans payer le courant et l'électricité parce que la population a sauvé Kinshasa. Merci, Qui Madame a sauvé Kinshasa en 98? C'est pas l'armée, c'est la population. Merci, Madba.
Alors, Sergent Sekaya, en Suisse, à Davos, au sommet, le chef de l'État a pointé du doigt le Rwanda de Kagame, les troubles à l'est de la République démocratique du Congo. C'est Kagame, l'a dit, le Rwanda, pardon, l'a dit Félix Tshisekedi en Suisse. Quel est votre commentaire par rapport à cela? Et puis, au nouveau patron de l'armée, qui doit revoir aussi, donc recenser d'abord les troupes qui combattent sur terrain. Le chef de l'État l'avait regretté au niveau de Béni, où il avait dit qu'il y avait 21 000 hommes, or il y avait moins de 8 000 hommes. Merci de la question. Je commencerai par dire que les amis ont parlé du patriotisme. Moi, je parlerai de la communication, d'élévation de la conscience de tout un peuple. Quand on endoctrine, l'endoctrinement a toujours été un côté négatif, tu vois, où vous prenez des gens, vous les abreuvez des théories, souvent pour des fins que eux-mêmes, qui ne les servent pas eux-mêmes à titre personnel. Donc, à titre personnel. Donc, nous, ce que nous devons faire, et ce qui ne se fait plus, ce qui ne se fait pas, c'est montrer ce que nous sommes réellement, comme peuple, comme pays, et c'est que les dangers que nous encourons, et quelle attitude adopter. C'est-à-dire que si je parle comme moi ici, je parle pour le Congo, c'est-à-dire que je ne fais pas l'apologie d'un seul homme, d'un homme. C'est pas Tshisekedi. Il incarne de par sa fonction. Mais il va passer. C'est-à-dire que le président ne meurt pas. Aussitôt qu'il part, il y a quelqu'un qui remplace. Donc cette fonction n'a jamais été vacante, autant que le roi. Merci. C'est-à-dire que mon pays, c'est par-delà les individus. Qu'on arrête d'être fanatique, de penser au fanatisme. Quand ici nous parlons Congo, au risque de perdre parce que c'est que nous avons 9 frontières. Moi j'ai dit nous avons 10 frontières parce qu'il y a des 40 km de bananas, c'est-à-dire qui constitue aussi une porte pour nous de tout le neuf. Personne ne voudrait voir le Congo à la stature du Zaïre de Mobutu, c'est-à-dire un pays stable où l'économie tourne et tout et tout. Personne. Or, la guerre et l'économique à l'Est. Justement parce qu'il y a certains, notre voisin le plus immédiat, c'est lui qui, le Rwanda pour ne pas le citer, ne vit que à 50% de richesse du Congo et de 50% de ce qu'il reçoit en montant à la communauté internationale. C'est ça, c'est la réalité. Nous devons commencer. La dame qui a posé la question au président Davos, Clara, est-elle une journaliste? Non, elle est chargée de développement au Rwanda. C'est comme la Nati. Alors comment Elle est née en Ouganda en 1971. Et puis elle est venue, elle a évolué avec tous les réfugiés rwandais. Alors la question que je me pose, pourquoi il ne s'est pas trouvé des Congolais dans cette salle? Très bien. Mais on est absent. On est absent par la volonté des officiels, ça je le dis, de notre pays. Regardez, quand ils ont tous quelque chose d'important, que ce soit ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont à l'opposition, ils prennent l'avion pour aller le dire. Bienvenue Bakoumania et Jean Médard Lyonceau sont ici à l'ACP, à la ACP. Ils ne reçoivent rien d'officiel pour que les autres viennent chercher l'information du Congo ici au Congo. Quand ils vont dans des meetings comme ça, ils apportent qui? Des gens qui ne sont pas à leur place. Des gens qui sont là surtout pour faire l'intendance, faire des courses extramuros, donc en dehors de travail pour lesquels ils sont allés là-bas. Et la différence, là ça nous enseigne, ça doit nous enseigner. C'est-à-dire que tous les Rwandais, entre guillemets, sont engagés pour leur cause. Quand la dame l'a dit, c'est à la RDC de faire sa part pour appliquer. C'est-à-dire quoi? Ceux qui entendent comprennent que le Rwanda a fait sa part, et c'est le Congo qui traite. Mais c'est juste le contraire. On doit ici recréer la conscience nationale en faisant confiance aux Congolais. Quand le chef d'État se déplace, il doit partir avec des gens qui peuvent apporter quelque chose, même en termes de communication. Dans nos ambassades, on doit amener des attachés culturels. Heureusement qu'on a quelqu'un de culturel ici sur ce plateau pour parler de ce que nous sommes en train de dire ici. Mais pourquoi on ne mettrait pas
par exemple, le pape arrive, il a dans sa va en délégation, non, c'est par rapport à ce que nous sommes en train de dire ici. Plus de 80 confrères des différentes chaînes du monde. Est-ce que des moments d'échange, des espaces d'échange sont prévus entre les journalistes d'ici et ceux qui arrivent pour que nous échangions en journalistes et nous disions la véritable situation d'ici? Non. Je vais vous relancer, Sergent Seka. Et à la CENCO et au gouvernement, c'est des profils de stratégie pour que le pape soit un allié naturel de la RDC par rapport à l'Est et pas par rapport aux élections. On en parlera, mais moi je parle par rapport à la communication. Est-ce que des espaces sont prévus pour que le journaliste d'ici et d'ailleurs puisse échanger? C'est la question à poser à Patrick. Alors, mais justement, c'est ce qui... On arrive à ce genre de déboires parce que nous pensons que le chef de l'État, comme disait Mobutu, doit être un magicien qui doit répondre à tout, alors que tous les bras, toutes les intelligences devraient concourir à la sortie de cette crise à travers une guerre multidimensionnelle que nous devons tous mener comme peuple, comme pays. Alors, Marc Gardi Diana, la diplomatie a montré ses limites. Vous avez suivi les communiqués du gouvernement signé par le VPM des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a accusé la M23 et le Rwanda qui ne respectent pas leurs engagements. Et la RDC est prête à se prendre en charge sur le plan constitutionnel pour en finir avec ces groupes armés. Comment la RDC doit constituer ce système de défense pour imposer la paix à l'Est? Je ne peux pas... Avec la loi de programmation militaire, vous le savez, 1 milliard à chaque année. Oui, mais la loi de la programmation militaire, il y a l'argent, oui. Le problème ici n'est pas question d'argent forcément. On peut vous donner tout l'argent du monde sans pour autant arriver au bout. Je crois que la guerre, la dimension où on est, j'ai toujours dit que la guerre est devenue très stratégique. Quand vous parlez de la question de la diplomatie, c'est vrai. Je me suis toujours posé une question fondamentale, c'est que le Rwanda s'est tapé la réputation de, comment on appelle, d'une économie modèle sur le continent africain pendant 10 ans. Ce qu'on appelle les économies dynamiques. La question c'est que l'or, le coltan, la question c'est que pyrochlore. Si la situation de la RDC permet au Rwanda de trôner sur les économies africaines, entre guillemets, quel est l'intérêt du Rwanda de voir la situation d'accalmie? Est-ce que à la limite près, aujourd'hui on est allé autour d'une table, le Congo après moult négociations et accords, s'est dit, bon écoute, on a trop négocié cette fois, on ne veut plus négocier. Donc c'est bien bon, on ne veut pas négocier. Le Rwanda dans sa tête, et aussi dans la tête des États qui nous viennent en aide, en fait ils ne viennent pas en aide, ils viennent presque en arbitre. C'est que ces deux protagonistes, où c'est le rendez-vous du donner et de recevoir. L'un et l'autre doit de choses à l'autre et en demande à l'autre. Mais la question qu'on ne dit pas aux Congolais, c'est qu'aujourd'hui, si le Congo doit être redevable au Rwanda, qu'est-ce que nous, on doit au Rwanda? Qu'est-ce que nous, on doit au Rwanda? Mais maintenant, dans le fond, autre question que moi, je trouve pertinente, c'est que dans la question de l'Est, on ne veut pas négocier, oui. La situation reste en tant que telle. Quel est l'autre élément que nous, on a mis en place pour renverser le rapport de force? Je prends souvent l'exemple des États-Unis d'Amérique. Quand on est face à un État qui a aussi un peu de puissance, si c'est une situation de guerre, on trouve d'autres moyens de contrainte pour appeler l'autre à fléchir. Si aujourd'hui, on doit mettre une sorte d'épée de Damoclès sur la tête de Kagame, c'est commencer par le faire voir lui aussi qu'il est vulnérable et que nous aussi, on peut apporter de l'insécurité là-bas. À ce niveau ici, les discussions, les bonnes manières ne nous serviront en rien. On l'a dit ici que les autres préfèrent voir ce Congo-là vacillant. Comme ça sert leurs intérêts. Aujourd'hui, nous, on s'est dit, on a été léthargique. On a négocié, finalement, on n'a pas trouvé la solution. Et qu'aujourd'hui, on ne veut pas négocier, c'est soit la paix, soit rien. Mais de l'autre côté, dans cette sorte de mystique de fourmi, qu'est-ce qu'on fait sur la diplomatie naïve, selon vous? La diplomatie a fait son travail. Maintenant, le problème, c'est que sur le plan stratégique aujourd'hui, quels sont les moyens de contrainte à notre disposition pour faire fléchir justement le Rwanda? Parce que le M23, on le sait. Le M23, il suffit que le Rwanda donne l'ordre demain, le M23 va cesser. Mais ce Rwanda-là semble vouloir tout, même le reste de la RDC.
Quand vous suivez les discours, par exemple, je rentre dans l'analyse du propos de la dame qui a posé la question au chef de l'État, pourquoi vous ne voulez pas faire évoluer votre position? C'est quoi la position qu'on doit faire évoluer? C'est-à-dire que pour le Rwandais aujourd'hui, ce que la RDC aurait des accords, des scissions, de quoi, je ne sais pas. Et que finalement, nous, il suffit qu'on respecte. Il suffit qu'on laisse le Rwanda continuer à jouir de ses intérêts pour que finalement, on ait la paix. Mais entre nous soit dit, il y a un vieux sage qui a dit, ce par quoi on acquiert le pouvoir, c'est ce par quoi on le conserve. En chutant, oui. Est-ce que quelqu'un qui a eu des biens de toi parce qu'il t'a menacé ou il a mis une corde à votre cou, se permettrait de vous laisser libre un jour? Je ne pense pas. Ça veut dire que sa puissance à lui réside justement dans le fait que vous soyez asservi, assujetti, et que lui continuera à vous réclamer. C'est le principe du bourreau. C'est-à-dire que s'il vient vous arnaquer, il dit, Obed, j'ai votre sexe, donnez-moi 2000. Si vous donnez 2000 aujourd'hui, demain il viendra chercher 3000. Or, c'est les vrais bourreaux, parce que pour lui, le FDLR en RDC égale or, coltan, cassitérite, et puis roqueur, et ainsi de suite. Il n'y a pas 4 chemins. En termes de politique extérieure, vis-à-vis du Rwanda, des États à côté, adoptons l'attitude belliqueuse. C'est-à-dire que si nous, on est capable aussi de créer là-bas, c'est-à-dire on va rééquilibrer le rapport de force, ça permettra à chacun de revenir au bon sentiment. Il n'y a pas un autre moyen, à mon sens. Merci Walter. Nous tendons vers la fin de l'émission. La guerre doit se mener militairement et diplomatiquement. Comment la République démocratique du Congo ne doit pas aussi peser sur le plan diplomatique pour que le Rwanda soit soumis aussi au régime de notification d'achat d'armes, donc par le régime de Kigali, et la RDC peut tout faire aussi pour que les contingents rwandais puissent être chassés aussi au niveau des différentes missions de maintien de la paix. C'est ce qui avait fait peur au patron de l'ONU quand on lui avait posé Guterres où est-ce que les M23 trouvent les armes. Il avait dit les armes viennent de quelque part, ça pour autant citer le Rwanda. En tout cas, je le dirais comme le président lui-même l'avait évoqué dernièrement. Sur le plan diplomatique, nous avons échoué. Parce qu'il ne suffit pas qu'un ambassadeur, qu'un pays déclare que le Rwanda menace la RDC, que nous devons applaudir. On a échoué comment? On a échoué parce que jusque-là, est en train de déconstruire le mensonge de Kagame à l'international. Déconstruire et après. Il faut sanctionner parce que sur le plan diplomatique, on ne réussit que quand on renverse la tendance. Or, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas renversé la tendance. Pas plus tard qu'avant-hier, rappelez-vous, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda s'est réuni avec les gens de l'Union européenne pour réfléchir encore sur ce problème de sécurité et de développement du Rwanda. Alors que la même UE dit que le Rwanda doit cesser de soutenir la rébellion, de menacer la RDC. Non. La diplomatie, on ne réussit que quand vous arrivez à sanctionner. Notre guerre a commencé avant celle de l'Ukraine. Mais voyez, toutes ces sanctions contre la Russie, c'est plus de 1000 sanctions. Plus de 1000 contre la Russie. Des pays occidentaux. Mais c'est rien contre la RDC. Un autre exemple. Vous savez, vous et moi, que les Nations Unies condamnent la colonisation d'Israël en Palestine. Mais jusqu'à ce jour, Israël continue de construire dans le terrain, dans le territoire de la Palestine. Les Nations Unies n'ont jamais sanctionné Israël. Raison pour laquelle nous ne devons pas nous réjouir de toutes ces déclarations. C'est pour nous endormir. Et le président a raison de dire que sur le plan diplomatique, nous avons échoué. Tous ceux qui crient sur les réseaux sociaux que succès, non, on a échoué. On doit revoir notre politique étrangère si nous espérons faire mieux et arriver à faire sanctionner le Rwanda. Parce que aussi longtemps qu'on ne va pas faire sanctionner le Rwanda, toutes ces déclarations... On impose aussi les régimes des notifications des armes également. Non, ça déjà il faut exclure. Pas forcément les régimes des notifications. Ou au contraire, comme le ministre des Affaires étrangères... Couper les aides budgétaires également. Ça, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils ont un problème du génocide qu'ils avaient laissé faire, qui pèse sur leur conscience. Mais en République démocratique du Congo, c'est 10 fois plus. Mais la communauté internationale ne reconnaît pas. Le rapport mapping est encore pourri dans les tiroirs. Il a fallu une forte pression pour que le dernier rapport sorte. Même s'il est sorti, on n'a pas condamné le Rwanda, on n'a pas sanctionné le Rwanda. Raison pour laquelle il faut, si nous voulons réussir, moi j'ai toujours dit,
nous serons en paix ou nous ne réussirons que si, sur le plan militaire, nous venons à bout de cette aventure militaire du M23. Le gouvernement doit mettre des mécanismes pour bien gérer les fonds, les milliards. Mon aîné Magloire Paluku a dit que nous avons des bons militaires. Le personnel, il est là, mais il faut les réorganiser, il faut revoir les stratégies. Les experts savent ce qu'ils doivent faire, ils sont payés pour ça. On doit arrêter avec l'affairisme pour mettre un terme à la guerre. Parce que si on ne le fait pas, on sera là 50 ans à dire oui, ils ont condamné le Rwanda, mais le Rwanda continuera à nous exploiter. Alors, on est à la fin de l'émission Magloire. Chacun aura 30 secondes. On va parler politique. Il y a quelques heures que nous séparent de la fin des opérations d'enrôlement dans la province. Et si mes statistiques sont bonnes au niveau de l'ouest du pays, mais la SECO et le CC appellent à la CENI de prolonger parce qu'il y a encore beaucoup de compatriotes qui ne sont pas encore fait enrôler, problème de machines, problème d'agents, ainsi de suite. Rapidement. Moi, j'aime pas les rapports de Senko ou de protestants, j'aime pas. Mais sur terrain, non, j'aime le rapport réel des experts. Oui. Ce n'est pas parce que Senko a dit que c'est vrai. Même dans votre quartier, pas le coup. Je dis ceci, les experts sont là. Oui. On va prolonger, non? On n'a pas encore dit. On l'a pas encore dit. On espère qu'on va prolonger. Il demande pour la prolongation. Tout ce que le président de la CENI disait, comparativement au passé, n'est pas vrai. Il s'est battu d'ailleurs avec le ministre des Finances par rapport à la gérance de l'argent. Il n'a pas expliqué la véracité de ces nouveautés techniques dont on nous vantait. Il faut encore refaire calmement les choses. Allons doucement. Repoussons même la date des élections. Pour ne pas biaiser les prémices. Attendez, ne me coupez pas. Rapidement. Repoussons même la date des élections pour lui permettre de corriger sa publicité. Voilà. Merci. Serge Nseka, la centrale électorale doit quand même écouter la SENCO, les CC, même la population qui réclame, parce que dans beaucoup de bureaux de vote, il y a toujours l'engouement, problème de machines, la technicité aussi qui pose problème. Je l'ai dit ici de manière ramassée que la CENI doit apprendre à écouter. Parce que tout ce qu'on laisse de côté nous rattrapera et jettera un discrédit sur le résultat du travail qu'ils sont en train d'abattre. Cette communication presque, ce leadership, j'allais dire presque martial de Kadima ne lui servira pas. Vous avez votre feuille de route concoctée dans le bureau avec des spécialistes venus de partout, mais il y a la réalité du terrain. Et ce peuple-là qui n'est pas expert, mais a quand même des éléments de comparaison. Parce que ça, c'est la 4e fois qu'il va se faire enrôler, et 4e fois qu'il sera invité aux urnes. C'est-à-dire quoi? Créer des cadres de concertation avec le leader d'opinion, avec des politiques. Quand je parle des politiques, je parle des acteurs majeurs qui ont pignon sur rue, capables de perturber et de remettre en cause le résultat à venir. C'est-à-dire, j'appellerai vraiment à beaucoup d'accalmie de la part de la CENI et aussi un peu de modestie aussi. Hein. On remet en cause rien du tout en ce qui concerne la compétence, votre fonction et tout, mais écoutez-nous parce que nous craignons le jour des élections qu'on reste encore à la maison, que des choses ne repartent pas bien. Marc Gardi, Diana, élection précipitée ou bien revoir les choses? Merci pour la question. Parce que dans quelques heures, il y aura la clôture des opérations d'enrôlement. Au niveau des provinces de l'Ouest. Le canevas de la CENI prévoit le processus d'enrôlement jusqu'au mois de mars, mais réparti en 3 zones. Je crois que la possibilité est de pouvoir le prolonger sans pour autant déranger au délai, mais c'est un coût qu'il faut revoir. Je crois que j'ai déjà dit cette vérité, je continuerai à le dire, ce que Denis Kadima fait un peu les choses en politique, il ne veut pas dire les choses tout haut, mais j'ai même amené à couper, on ne la coupera pas, cette CENI-là, dont sa rubrique d'opérationnalisation qui a toujours souffert, on dirait qu'il fait les choses de manière restreinte. On lui a poussé à faire les choses avec les moyens de bord. Dans chaque déclaration de Kadima, il y a une phrase qui revient, on est en train de faire des économies. La notion de faire des économies n'intervient même par rapport à la photo, il en a parlé. Oui, hein. la photo, ils ont utilisé le système thermique où il n'y a pas d'encre. Ça veut dire qu'avec le système laser, on peut imprimer autant que possible. Mais
quand il dit ça, Il subtilement, pose il des sait pas. problèmes au niveau de certaines banques. hein. Subtilement, il lâche quelques bribes dans les analyses, on sait le comprendre. Mais sur le processus électoral, dans l'ensemble. Je crois que l'aîné Magloire Palouka a parlé de refaire. Je ne pense pas. Je crois aussi qu'il y a possibilité de le refaire. Et je refuse que l'Église fasse la récupération. Pourquoi? Quand Denis Kadima a parlé, le bonheur avec lui, parce qu'il reconnaît les fautes. Il a dit, c'est vrai, il y a des problèmes. Mais c'est pas nier les faits sont là. S'il vous Oui. plaît. Il a dit, on a signalé beaucoup de problèmes, même en termes de target. Ce n'est pas à l'Église de dire à la CENI quel est le target. La CENI a calculé. Quand on dit le contrat entre la CENI, Mais s'il vous plaît, comment vous êtes on a contre qu'une minute. les églises? Oui, bien Non, sûr. on n'est pas contre, on n'est pas contre. Laissez-moi vous dire. C'est-à-dire, attends, laissez-moi vous dire. Cette église-là, Elles sont dans leur, non, dans- cette dans église, leur rôle. s'il te plaît, s'il vous Allez-y. plaît, s'il vous plaît, Allez-y. cette église-là a des délégués, constitue justement le gros. Mais la Synchro et la- Cette les église-là Synchro- est partenaire de la CENI. Il ne faut pas partir de la CENI S'il actuelle, vous vous le savez plaît, très bien. s'il vous plaît. Ce n'est pas le Dans mes débat, on a quelques fait de minutes, l'émission. vous me grappiez mes Non, quelques non, minutes. T'as 10 secondes, allez-y. Non, 10 secondes, vous avez pris Oui, 25. non, non, allez-y, En fait, allez-y rapidement. cette église-là est partenaire de la CENI. L'église ne doit pas faire de la récupération. La CENI, le président de la CENI a déjà dit. Elle alerte. Non, attends, Oui. pas alerter. Oui. Pourquoi vous alertez? Parce que la CENI a dit. Nous, on a un target. Nous, on a un target. Merci. Si on n'arrivait pas à atteindre les targets, il n'est pas exclu qu'on prolonge. Kadima l'a dit de ses propres bouches. Ça veut dire que cette CENI-là a des exigences, a des targets. Mais Le jusque-là, contrat- elle est encore muette, la non, mais communication de la CENI, on n'a non, encore rien dit. quelle communication? Parce qu'il quelques y a eu heures. une semaine, c'est Denis Kadimala À parlé quelques sur heures. le ondes de radio. Non, vous parlez de quelques heures. Merci. Il ne va Walter pas commencer Pouy. à parler tout le jour. Walter Donc Pouy. l'Église ne doit pas faire de la récupération. La CENI a déjà laissé la brèche pour pouvoir prolonger. Parce que cette CENI-là, c'est qu'il y a eu des problèmes au niveau du bureau de vote. Promettre et Et réaliser cette CENI-là, des choses c'est aussi... différentes, oui. Oh, non, mais c'est ça. Ça, maintenant, vous faites du sceptique. Cette CENI-là, c'est que dans son calendrier réparti en 3 zones de 3 mois, on peut faire, pendant qu'on va dans l'autre zone, et récupérer ceux de Kinshasa. Tout est faisable, Merci. tout est jouable maintenant avec le moyen. Merci. Donc, en gros, le contrat Cela entre ne la peut pas CENI et les impacter- politiques... Cela ne peut pas impacter la date comme Dernier détail. comme l'ont dit les Dernier deux- détail. les deux églises. Les oui. derniers détails. Le contrat entre la CENI et les politiques, c'est la loi électorale. La CENI a juste l'obligation de respecter ce qui est dit là-bas. Merci. La Merci. culture de Walter Pouy. conciliabule et des discussions. Merci. Walter nous Pouy. avance pas. Walter Pouy, rapidement. Prolonger s'impose. Moi, j'ai renvoyé ma famille pour aller se faire envoyer chez moi à Boulungu. Oui. C'était, ils sont partis le 22. Ils sont rentrés les 30. L'opération n'avait pas commencé. L'opération n'a commencé dans les territoires de Boulungu que le 3 de ce mois. C'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de problèmes. On le reconnaît. Mais malheureusement, on a un peu grossi Denis Kadima par rapport à son expertise. On nous a, comme on dit, à bon mentir vient de l'eau. Est-ce que c'est Et tout le monde a le avalé. moyen qui ne Non, font c'est pas, défaut du c'est pas gouvernement? question de moyens. Oui. C'est pas question de moyens. Et autre chose, il a aussi négligé l'expertise qu'il y avait ici depuis Malou Malou. Oui, les Malonda, Moi, on j'ai devrait vu laisser. beaucoup d'experts qu'on a mis de côté. Quand il est passé sur les zones de Top Congo, il a dit que c'était des vieux. Et pourtant, ce sont les amis avec lesquels j'ai fini l'université. C'était peut-être pour caser d'autres personnes. En réalité, les gens qui ont travaillé depuis 2006, ce ne sont pas des gens qui avaient plus de 50 ans pour dire qu'ils doivent aller à la retraite. Ce sont ces nouveaux. Tout le bureau de Nanga est encore là-bas. Non, j'ai dit sur terrain. Sur terrain. On devrait Pas le recourir cabinet. surtout aux anciens parce que ce sont... différentes structures techniques. Non, je parle des agents temporaires, ceux qui... temporaires. Oui. Ah, ok. Malheureusement, le plus grand nombre, Mais Malonda devrait rester. on les a fait partir. On a été chassés. Malheureusement, il est maintenant, je crois, à l'ONU. Il est parmi les gens qui vont identifier la population. J'ai vu le... C'est quand tu rates les élections de la présidence. Merci. Donc, Merci. c'est On est- raison on est pour à la fin de laquelle l'émission. il y a quelques correctifs à apporter. On est à la fin, Il là. faut y arriver. Nous voulons des élections du moins un Merci. peu plus dignes, potables Et inclusives. et inclusives. Merci. Non, non, on est à la fin de l'émission. Non, on est talonné par la régie. Malheureusement, Serge Nseka. On est. Oui, oui. J'allais juste dire quelque chose à la suite de Diana. La CENI devrait être tolérante. Laissez toutes les voix s'exprimer. Ne pas, pourquoi vous empêcherez
les églises à parler. Si les gens... Si, mais parce que vous dites qu'ils font de la récupération. C'est pas la CENI. Mais justement, je suis en train de te parler justement. C'est l'émission Digi Presse qui recevait Serge Nseka du journal de la ville, Walter Koum de Top Congo, Magloire. Il n'y a pas de récupération qui va. Et puis Magali Diana de LFT a retrouvé cette émission en rediffusion à 23h45, samedi à 9h40 et 15h45 et dimanche à 9h30 à la radio, samedi et dimanche sur Digital Congo FM, sur les 6.5 et à Béni sur la radio télé Graben Béni, RTGB. Bonne journée chez vous, accompagné de votre chaîne.